Soyez les bienvenus sur le plateau télé de la FHP depuis Santexpo édition 2025 pour une table ronde consacrée à la formation et à l'attractivité médicale avec nos invités que j'ai le plaisir de vous présenter. Docteur Olivier Jourdan, bonjour. Vous êtes le président de la conférence médicale d'établissement de l'hospitalisation privée. Docteur Patrick Gasser, bonjour. Bonjour, merci de votre invitation. Vous êtes le président d'Avenir Spé, coprésident de l'Union Avenir Spé Le Bloc. Monsieur Marc Régnier, bonjour. Bonjour. Vous êtes adjoint au sous-directeur des ressources humaines du système de santé à la DGOS. Merci messieurs d'être avec nous pour parler effectivement de formation et cette question, quelle solution pour l'attractivité médicale? Alors je commence par vous, docteur Olivier Jourdan, et docteur Patrick Gasser, vous répondrez également. Où en sommes-nous aujourd'hui de l'attractivité médicale? Alors, je crois que Est-ce qu'elle se porte bien? nous partageons le diagnostic de dire que l'attractivité, pour l'instant, on n'y est pas et on a beaucoup de mal à trouver cette attractivité, notamment dans les territoires sous-dotés. C'est une certitude et je crois qu'on sera tous d'accord et on ne va pas aller, je crois, beaucoup plus loin sur le plan diagnostic parce qu'il n'y a pas de débat sur ça. Mais oui, il y a de grosses difficultés. Docteur Patrick Gasser. Et on développera après effectivement les études de premier et troisième cycle. Je vais déjà commencer à développer parce que quand on parle d'attractivité, il faut savoir où on place l'attractivité. Il y a premièrement une attractivité de la médecine. On voit que nos jeunes, 43 000 jeunes chaque année, se présentent devant les universités, dans les universités, pour faire éventuellement médecine ou un métier de soignant. Donc là, il y a une attractivité. La seule problématique, c'est qu'après cette attractivité, se perd. Et donc, bien évidemment, l'attractivité, c'est aussi les territoires. Et là, c'est un élément important et structurant probablement pour répondre à l'attractivité demain du métier. Monsieur Marc Régnier, je vous en prie. Oui, non, effectivement, peut-être juste pour compléter, c'est vrai que l'attractivité pour les professions médicales, elle existe clairement en sortie du bac et quand on voit les nombreuses demandes pour intégrer les études de santé. Et ensuite, elle perdure pour les formations médicales, c'est-à-dire que pour ceux qui réussissent à intégrer la deuxième année des études médicales, le taux d'abandon au cours de ce cursus d'études, qui est par ailleurs particulièrement long, deuxième cycle, troisième cycle, est somme toute assez faible. Et en général, effectivement, ceux qui ont réussi à intégrer les études médicales vont jusqu'au bout. Il y a quelques déperditions, mais on partage le constat, effectivement, qu'à la base, cette attractivité, elle existe chez les jeunes. Non. Docteur Olivier Jourdan, on parlait hors antenne de la réforme du premier cycle et vous me disiez il y a des échecs. Oui, alors je crois qu'effectivement, il faut qu'on parle en complément de ce que vous venez d'évoquer, l'échec quand même de la réforme du premier cycle et du PASSLAS. Aujourd'hui, tout le monde est d'accord, la Cour des comptes, la conférence des doyens, les syndicats, les fédérations, tout le monde est d'accord pour dire que ça ne fonctionne pas. La branche médecine n'est pas forcément la plus touchée, mais on voit que la branche sage-femme et la branche pharmacie notamment ont des postes non pourvus, des postes d'étudiants ouverts qui ne sont pas pourvus. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut arrêter. Ce d'autant, et vous l'avez évoqué, qu'il y a de très nombreux étudiants qui, pour un dixième de point, ne vont pas pouvoir accéder à une place dans une université alors qu'ils souhaitent le faire. Donc on a d'un côté des étudiants volontaires, et honnêtement, un dixième de point, on peut quand même imaginer qu'ils ont la compétence pour le faire, même si on comprend qu'il y a un quota. Et de l'autre côté, on a des places vacantes. Donc là, je crois qu'il faut vraiment trouver une solution. Je ne suis pas sûr que pour l'instant, les solutions soient vraiment mises en place encore. Et il faut qu'on travaille là-dessus. On a mis 5 ans pour se mettre d'accord sur l'échec du PASSLAS. L'idée d'avoir des étudiants qui viennent d'autres filières me paraît plutôt très intéressante. Encore faut-il, et c'est le problème des étudiants qui ont un petit peu détourné ces LAS, qui me paraissait pourtant être une bonne idée, et qui du coup ne permet pas, avec les LAS, de pourvoir tous les postes. Donc ça, je crois que c'est important. Et puis après, on en reparlera, j'imagine, mais sur le troisième cycle, il y a aussi des choses à dire. On va y venir. Docteur Patrick Gasser, on est véritablement face à une aberration, on peut le dire. Quand on... Non, mais... Est-ce que c'est une aberration? Je ne le dirais pas comme ça. Je pense que certains ont essayé de construire et des nouveaux modèles. Mais il s'est avéré que c'était effectivement non productif. Après, je sais que demain, il y aura de nouvelles propositions et je sais que le ministère de l'Enseignement supérieur est en train d'y travailler activement parce que le constat est un constat
d'échec. Bon, on fait un constat d'échec, mais au travers de ce constat d'échec, il y aura peut-être de nouvelles propositions et je pense qu'elles sont déjà dans les sacoches. Après, je pense que ce que l'on n'est pas arrivé à prendre ou à mettre en place, c'est l'évolution sociologique. L'évolution sociologique des populations et l'évolution sociologique de nos jeunes, on ne l'a pas pris en compte. Et donc, je pense que c'est un élément qu'il fallait introduire lorsqu'on parle de formation et d'attractivité de la formation et de montrer aussi l'évolution du métier. Et je pense qu'on ne montre pas aujourd'hui assez le métier. Et ça, c'est probablement un élément qui sera structurant dans l'attractivité pour nos jeunes du métier, mais que ce soit pour tous les soignants. J'ai bien dit pour tous les soignants, je ne parle pas que pour les médecins. Je pense que l'attractivité aujourd'hui, c'est l'attractivité de mettre en place une équipe qui ait une certaine forme de globalité dans à la fois les études. Pourquoi ? Parce qu'il faut connaître celui avec qui on travaille, et plus on le connaîtra, mieux ça se passera, et plus ce sera attractif. Marc Régnier, Voilà. vous partagez ce constat ? Oui, je pense qu'il y a 2 points effectivement qui doivent être travaillés dans le cadre des concertations qu'évoque M. Gasser. Effectivement, c'est l'enseignement supérieur qui va s'y atteler avec le ministère de la Santé. Et pour nous, il y a 2 points importants pour réformer l'entrée dans les études de santé. C'est d'une part de mieux travailler la diversification du profil des étudiants, profil à la fois géographique et profil social des étudiants. Et donc ça, effectivement, la réforme précédente avait l'ambition de le faire. On voit qu'elle a moyennement marché, on va dire ça comme ça. Et effectivement, donc, on va vraiment travailler pour favoriser le fait que des étudiants brillants puissent effectivement intégrer les études, même s'ils ne sont pas dans la ville universitaire. Et donc là, il y a effectivement des propositions. Et puis, comme ça a été évoqué par M. Jourdain, il y a aussi la volonté de favoriser davantage les passerelles entre étudiants, effectivement, et de ne pas se bloquer d'emblée sur une formation un peu en silo. Et donc ça, c'est des travaux qu'on va effectivement ouvrir dans les tout prochains mois. Docteur Olivier Jourdain, vous avez évoqué le 3e cycle tout à l'heure et des problématiques. Alors oui, la réforme du 3e cycle, elle était intéressante et comme toujours, ça part d'une bonne idée. L'idée de prolonger le 3e cycle dans toutes les spécialités, qu'elles soient médecine générale, spécialité médicale ou chirurgicale, et de transformer les 2 dernières années du 3e cycle en années de docteur junior, donc de consolidation. Sur le principe, je crois que c'est plutôt une bonne idée, ce d'autant que, et on va en venir au terrain de stage, parce que là c'est exclusivement des stages, qui peuvent avoir lieu en grande partie dans les CHU et un peu aussi dans des hôpitaux hors CHU et rarement dans des établissements privés. Aujourd'hui, et c'était une des raisons de la prolongation du 3e cycle, c'était que finalement, au vu de la saturation des CHU en personnel en formation, et notamment en interne, il y avait une difficulté à leur faire acquérir dans le temps imparti tous les besoins et les compétences requises. Donc on a choisi, et c'est logique, d'allonger le 3e cycle. Je pense que l'étape ultérieure, et on va en parler, et c'est un enjeu qui pour nous, établissements privés, et pour nos médecins libéraux d'établissements privés est un enjeu majeur, il faut élargir l'assiette des terrains de stage possibles, que ce soit dans les hôpitaux périphériques, mais aussi dans le privé. Dans le privé, on a commencé à avoir des agréments pour des internes depuis longtemps, assez peu. Pour des docteurs juniors, je travaille à titre personnel avec la fédération, mais également avec le groupe Elsan dans lequel je travaille, à accompagner les équipes qui souhaitent déposer des dossiers d'agrément, parce que ce n'est pas finalement si simple. Mais je crois qu'il y a un enjeu majeur, c'est de ne rien transiger sur la qualité du projet pédagogique des établissements qui souhaitent devenir formateurs. Parce que les internes ont besoin, et les docteurs juniors aussi, qui doivent être accompagnés, qui doivent être supervisés, c'est dans les textes. Il faut que les équipes qui vont les recevoir en stage soient en capacité de leur apporter cette formation. Et ce n'est qu'à cette condition-là que ces stages de 3e cycle deviendront un facteur d'attractivité pour des jeunes en fin de formation. Docteur Gasser, votre sentiment ?
Je partage complètement ce qui vient d'être dit. Après, c'est quelle formation dans le 3e cycle? Les métiers évoluent, l'environnement évolue. Et donc, il manque des éléments dans cette formation, notamment la comptabilité, la logistique, que les médecins ne connaissent pas, alors qu'il y en a besoin. Quand on parle de hiérarchisation des prises en charge, il y a besoin d'éléments logistiques, par exemple, si je prends cet exemple-là. Donc, ce sont des éléments qui, aujourd'hui, ne font pas partie du cursus. Et en fait, ce que l'on constate, c'est que les étudiants et les docteurs juniors maintenant sont formés dans le cadre d'un environnement très clos, qui est l'hôpital. Ils ne sortent pas de l'hôpital, ils ne connaissent pas ce qui est à l'extérieur des murs, leur environnement. Et c'est leur exercice de demain pour 80% d'entre eux. Donc, il faut, et c'est indispensable, et ça doit être même obligatoire, de connaître son environnement. Et obligatoire, j'ai bien dit, pour tout le monde. C'est-à-dire que si je vais vers la carrière d'hospitalo-universitaire, eh ben, je dois connaître mon environnement et comment il fonctionne. Et c'est pour ça que le stage obligatoire en libéral doit être une obligation. Et vous avez vu que dans une loi qui a été votée par nos représentants parlementaires, il y a peu de temps, on a viré cet élément. Parce qu'il y avait un amendement qui allait dans ce sens. Obligation de... Monsieur le ministre a dit on fera ça par voie réglementaire. Mais attendez, ça fait 20 ans qu'on dit on va faire ça par voie réglementaire. Et ça ne marche pas. D'accord? Donc maintenant, on arrête le réglementaire et c'est une obligation si l'on veut au moins structurer les choses et que les gens se connaissent. Et il y a même un député qui d'ailleurs portait cette loi et dont la loi porte son nom, a dit très clairement « Ah oui, mais si on les oblige, on va déshabiller l'hôpital et là, ça risque de poser problème. » Non, non. Il ne faut plus réfléchir comme ça. Et on est encore sur une organisation qui est une organisation ancestrale. Eh bien, il faut aller vers l'innovation. Vous avez parlé d'IA sur la table ronde précédente. Ben, l'IA va nous pousser à tout ça. Et de ne pas le faire est une erreur grossière, et grossière notamment pour l'attractivité et pour l'attractivité de tous les territoires. Marc Régnier, j'ai une question pour vous concernant justement la diversité des terrains de stage. Vous y êtes favorable, hein? Alors, non seulement on y est favorable, mais effectivement, on va aller un cran plus loin. Hein, effectivement, pour aller un peu plus loin que ce que M. Gasser évoquait, l'idée, c'est bien de permettre qu'en 3e cycle, pendant l'internat, mais aussi un peu plus tôt dans les études, dès le 2e cycle des études de médecine, on rende obligatoire au moins un stage en dehors de la ville universitaire, en dehors du CHU. Et ça, effectivement, c'est quelque chose aujourd'hui qui existe dans certaines subdivisions, mais sur la base du volontariat, et ça ne suffit pas. Et il y a eu des annonces qui ont été faites, c'est le pacte de lutte contre les déserts médicaux qui a été annoncé le 25 avril par le Premier ministre, qui précise clairement qu'on va rendre obligatoire un stage en 2e cycle, un stage en 3e cycle, effectivement, pour diversifier le regard des étudiants en dehors de la ville universitaire. Et je crois que, comme ça a été dit, de toute façon, on va avoir des promotions d'étudiants qui augmentent, de toute façon. À partir de novembre 2026, on a les premières promotions qui sont issues de la fin du numerus clausus. Hein, on va arriver à quasiment 11 000 étudiants de plus. Hein, et donc, effectivement, de toute façon, il y aura besoin d'avoir des terrains de stage. Après, le corollaire, mais ça a été évoqué par M. Jourdain, et ça aussi, on est très vigilant à la DGOS, au ministère de la Santé, en lien avec l'enseignement supérieur, c'est que les terrains de stage qui vont accueillir ces étudiants disposent d'un agrément universitaire qui a un vrai encadrement pédagogique,
que les internes étudiants n'aient pas l'impression effectivement qu'ils seraient laissés effectivement un petit peu en autonomie complète, que les conditions également d'accueil, les conditions d'hébergement sont organisées pour eux pendant leur stage. Et ça, effectivement, c'est un élément pour nous qui est extrêmement prégnant. Les organisations syndicales d'étudiants, d'ailleurs, sont demandeuses d'avoir ces garanties pédagogiques, ces garanties d'accueil qui sont proposées par les établissements. Mais là aussi, on doit pouvoir y arriver. Et c'est un des éléments, d'ailleurs, du pacte qui a été annoncé fin avril par le Premier ministre. On le voit, les solutions, elles sont multifactorielles, hein, docteur Jourdain. Bien sûr. Alors, à la fois pour la formation, mais à la fois aussi pour l'attractivité. Hein. L'attractivité ne repose pas que sur la formation. Hein. Il y a tout un tas d'autres enjeux qui ont été évoqués. Très clairement, on va être cash. Hein. La contrainte ne fonctionnera pas si ce n'est pour dissuader le peu d'étudiants qui s'installent, hein, notamment en médecine générale. Vous savez qu'en médecine générale, en sortie d'études, il y en a 13% qui s'installent. Ça veut dire qu'il y en a 87 qui ne s'installent pas. Et au bout de 5 ans après le diplôme, il n'y en a toujours que 35% qui sont installés et les autres ne sont pas installés. Donc je crois que si on veut élargir ça, je suis convaincu que les gens, si en plus on leur interdit de choisir le lieu de leur installation, ça sera contre-productif. Donc oui, alors il y a des enjeux financiers, il y a des enjeux qui sont quand même, on ne va pas se mentir, hein, il y a des enjeux économiques, hein, parce que les médecins, ils ont fait des études longues, hein, ils ont, avec maintenant le troisième cycle qui dure 5 à 6 ans, hein, ça fait 11 à 12 ans d'études minimum. Donc ils ont des exigences financières, ce qui ne paraît pas scandaleux quand vous voyez les étudiants d'autres filières sur des cursus universitaires aussi longs. Je pense que les comparaisons, quand on regarde avec les salaires d'interne et les salaires de début de carrière, n'ont aucun rapport. Donc il y a un enjeu quand même financier qui est majeur. Et surtout, il y a un enjeu aussi de qualité dans l'exercice. Parce que je pense que, et on en parlait tout à l'heure, sur la qualité de l'exercice des gens en formation, cette qualité est aujourd'hui, il y a 85% du territoire qui est sous-dense. Hein, donc ça veut dire qu'on a de la sous-densité à peu près partout. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que les jeunes qui sortent, ils ont le choix avec de très nombreux postes disponibles et donc ils choisissent. Et c'est le jeu. Ils choisissent sur les critères qu'on vient d'évoquer, mais aussi sur les critères de qualité de leur exercice, et notamment pour ceux qui exercent en établissement, les plateaux techniques, les conditions d'exercice aussi des collègues. Et là, je crois qu'il y a un enjeu qui est majeur pour les médecins libéraux qui exercent en établissement que je représente, c'est que la régulation chez nous, elle existe déjà. Elle existe déjà par le biais des autorisations. Vous savez qu'aujourd'hui, si vous voulez avoir dans un établissement une maternité, un scanner, un service de réanimation, vous devez avoir une autorisation. Ces autorisations sont déjà existantes depuis très longtemps et régulent l'offre, ce qui ne me paraît pas du tout choquant. Cette offre, elle est déjà régulée. Si on régule en plus l'installation des médecins libéraux, alors qu'on ne régule pas, dans les propositions de loi qu'on a vu passer, on ne régule pas l'exercice hospitalier public, je pense qu'on va avoir une réduction forte de l'attractivité dans les cliniques. Et on en avait parlé en préparant cette réunion, mais ça j'y tient beaucoup. Aujourd'hui, les établissements privés sont des acteurs de santé publique. Chaque mot a son importance. Les acteurs privés, que ce soit les médecins libéraux ou les cliniques, font de la réanimation, font de la maternité, font des urgences et ont à ce titre une activité réelle de santé publique. Je peux même vous citer des exemples où ça va beaucoup plus loin. Donc je crois qu'il faut être très vigilant et on commence à le voir, hein. Vous l'avez vu, après 2 campagnes tarifaires totalement iniques, en 2024 et en 2025, aujourd'hui, ce qui ne s'est jamais produit auparavant, depuis début 2025, il y a 15 cliniques qui sont en liquidation judiciaire. Ça n'est jamais arrivé dans les années précédentes. Donc je crois qu'il faut être très vigilant sur ce point-là parce que les cliniques qui ferment ne sont pas une bonne nouvelle pour nos patients. Ce n'est pas une bonne nouvelle pour nos patients. Et ça ne renforce pas, loin de là, et bien au contraire, l'hôpital public. Docteur Gasser, même question, des solutions qui sont multifactorielles. Et puis Marc Régnier, je vous laisserai le mot de la fin parce qu'on va arriver au terme de cette table ronde. Docteur Gasser. Non, mais simplement, moi je voulais dire que la responsabilité, elle est à tous. D'accord ? Pour l'attractivité. Quand on parle d'attractivité, bien évidemment, il y a la formation, bien évidemment, il y a les universités, et bien évidemment, il y a aussi le modèle qu'on propose aux jeunes. Et Olivier l'a dit, la sociologie des populations évolue,
mais la sociologie des professionnels, elle évolue aussi. Donc, à un moment, il faut savoir ce qu'on peut leur proposer. Et l'exercice en groupe, l'exercice collaboratif est aussi un socle pour aussi les attirer. Et la régulation, c'est la sanction pour les jeunes. Mais ce n'est pas la sanction pour... voilà. Alors que la problématique, c'est une problématique globale. Et donc, aujourd'hui, moi, je revendique une responsabilité territoriale. Eh bien, le territoire doit être maillé par des équipes structurées pour répondre à la population sur une thématique particulière, bien évidemment avec le concours de tous, des établissements de soins. Et ça, bien entendu, autour de la table, les établissements de soins privés et publics doivent être là. Et c'est comme ça qu'on construit. Donc on construit un nouveau modèle d'organisation. Et si on n'y va pas, ça sera l'échec. Et c'est ça qu'il faut porter demain. Et c'est ça qu'il faut porter aussi dans les universités, puisqu'on parlait surtout de formation et que cette table ronde est centrée sur la formation. Donc voilà. Et donc tous les acteurs aujourd'hui doivent être et doivent faire partie de la formation des plus jeunes et de la réorganisation des territoires. Marc Régnier, vous avez entendu les médecins. Hein. Voilà, à vous de jouer alors. Oui, et peut-être juste effectivement, mes partenaires effectivement ont beaucoup insisté sur le rôle des universités, des UFR santé. Les agences régionales de santé également, les ARS, ont un rôle très, très prégnant en partenariat avec les universités. Et dans les mesures également qui sont certainement très structurantes pour favoriser cette diversification dont on a parlé, il y a également des expériences très utiles et qu'on va généraliser dans tous les départements. C'est également les annonces qui ont été faites dans le cadre du pacte de lutte contre les déserts médicaux. C'est le fait qu'on puisse avoir des antennes universitaires dans chaque département qui permettent effectivement à certains étudiants post-bac de pouvoir débuter leurs études en santé plus proches de leur domicile. Et on a des expériences extrêmement réussies. Je pense notamment à la PASS qui a été mise en place à Nevers, en Bourgogne-Franche-Comté, donc à distance éloignée de la faculté de médecine de Dijon. Et on voit que la moitié des étudiants de cette antenne universitaire ont réussi à intégrer la deuxième année des études médicales. Et quand on connaît la sélectivité pour rentrer en deuxième année, que la moitié de ces étudiants de cette antenne de Nevers aient intégré une deuxième année, c'est remarquable. Et ça, effectivement, on va le généraliser avec l'enseignement supérieur dans tous les départements du territoire. Mais écoutez, ce sera le mot de la fin. Merci, messieurs, pour votre participation à cette table ronde. Merci beaucoup. Merci. Quant à moi, je vous remercie de nous avoir suivis.